République démocratique du Congo, toujours pas de consensus autour du nom du futur président de la commission électorale. Les chefs des confessions religieuses peinent à délibérer. Plus de peur que de mal, en Tunisie, le chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda a eu un malaise, mais sans gravité. C'est ce qu'explique l'entourage de Rached Ghannouchi. Et puis en Centrafrique, au moins 6 civils ont été tués ce week-end après une attaque par des rebelles près d'un village frontalier au Tchad et au Cameroun. L'information est rapportée par la mission des Nations Unies sur place. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En République démocratique du Congo, ils ont du mal à s'entendre. Les chefs des confessions religieuses peinent à s'accorder sur le nom du prochain président de la Commission électorale nationale indépendante. Ils sont 8 au total et viennent d'achever plusieurs mois de travaux sans consensus. Le processus de désignation par les confessions religieuses du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, relancé en mars après une interruption due à des violences en juillet 2020, s'est conclu sur une note de manque de consensus selon le rapport transmis à l'Assemblée nationale. Ce document, signé par 8 chefs religieux, comporte 2 points de vue divergents sur le plan éthique, indépendance et réputation. 2 confessions religieuses considèrent que, sur le plan éthique de l'indépendance, les griefs contre 2 candidats de la liste affectent leur indépendance et leur crédibilité, peut-on y lire. Ces 2 confessions ont donc demandé que les 2 candidats en question soient écartés de la course, est-il indiqué sans autre précision. En revanche, les 6 autres confessions religieuses ont estimé que les griefs relevés contre les 2 candidats soit ne sont pas prouvés, soit ne concernent pas directement les candidats, et ont appelé au vote, mais le président de la plateforme regroupant les 8 chefs religieux n'a pas voulu organiser de vote dans ces conditions, selon le rapport. Sollicité par l'AFP, les responsables religieux n'ont pas voulu révéler les noms des candidats concernés ni les reproches qui les visent. Le 23 juillet, les chefs religieux avaient dénoncé des pressions, des intimidations et des menaces de toutes sortes dont sont victimes certains membres de la plateforme pour nous empêcher de faire librement notre travail, ont-ils dit. En RDC, la loi charge 8 confessions reconnues de désigner le président de la CENI, choix qui doit ensuite être entériné par l'Assemblée nationale avant la nomination officielle par le chef de l'État. En Tunisie, le parti d'un député critique du président Kaïs Saïed a annoncé que celui-ci a été arrêté par les forces de sécurité. Il avait dénoncé notamment sur les réseaux sociaux le coup de force du président Kaïs Saïed, qu'il qualifie d'ailleurs d'un coup d'État. Le député indépendant et ex-blogueur Yassine Ayari a été condamné à plusieurs reprises ces dernières années pour des publications sur les réseaux sociaux, notamment critiques de l'armée. Son mouvement Espoir et Travail lancé en 2019 en Tunisie a annoncé dans un bref communiqué son arrestation vendredi, selon eux, par des agents de la sécurité présidentielle sans la présentation d'un ordre judiciaire. Dans une publication sur Facebook, sa femme a affirmé de son côté que son mari a été arrêté d'une façon violente. Aucune source officielle n'a accepté de s'exprimer sur cette arrestation. À la suite de cette arrestation, des Tunisiens ont exprimé sur les réseaux sociaux leur crainte d'un retour à la répression. La Tunisie est un pays des droits, des libertés et de la Constitution assurée. Le président Saïed, vendredi au cours d'une rencontre avec des journalistes de New York Times, après que l'un d'eux a été brièvement interpellé dans un poste de police pour une question d'autorisation. Pas de peur sur la liberté d'expression, ce n'est pas à mon âge que je vais commencer une nouvelle étape basée sur la dictature. Je déteste la dictature et je la méprise, a-t-il ajouté. Saïed a affirmé qu'il n'y avait eu des arrestations que de ceux qui sont poursuivis par la justice. L'arrestation de Yassine Ayari survient 5 jours après que le président Saïed a gelé le Parlement pour 30 jours, levé l'immunité de tous les députés et limogé le Premier ministre. C'est un coup d'État militaire, avait écrit sur sa page Facebook Yassine Ayari, connu pour ses prises de position tranchantes. Ayari, 30 ans, ancien blogueur actif sous la censure au moment du soulèvement populaire ayant chassé Ben Ali du pouvoir en 2011, avait été élu en 2017 député de la circonscription de l'Allemagne, puis de la première circonscription de la France en 2019.
Et on reste toujours en Tunisie où Rached Ghannouchi, qui est donc le chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda, a été victime de malaise. Mais ce malaise est sans gravité. C'est ce qu'explique donc l'un des conseillers du président de ce parti, alors que le pays, la Tunisie, est actuellement en pleine crise politique depuis la prise du pouvoir par le président Kais Saied. Le leader d'Ennahda, également président du Parlement et deuxième personnage de l'État, n'a pas été hospitalisé et n'a rien de grave, selon l'un de ses conseillers, Ahmed Galoul. Il a fait un petit malaise un peu plus tôt dans la journée et a dû se rendre dans une clinique pour être examiné. Lors du check-up, on lui a dit qu'il n'y avait rien de sérieux, a expliqué cet ancien ministre. Un médecin lui a prescrit quelques médicaments et il est désormais de retour chez lui à la maison. Rached Ghannouchi est un peu fatigué en ce moment, a-t-il ajouté. Depuis que le président Kais Saied a pris le pouvoir dimanche en Tunisie et suspendu le Parlement, l'octogénaire travaille selon lui 16 à 18 heures par jour. La Tunisie est plongée dans l'inconnu depuis que Kais Saied a invoqué la Constitution pour s'octroyer les pleins pouvoirs et suspendre le Parlement pour 30 jours. Une décision dénoncée comme un coup d'État par le parti d'inspiration islamiste Ennahda, principale force parlementaire. Cette semaine, Rached Ghannouchi a multiplié les entretiens avec la presse internationale, dont l'AFP, pour réclamer le retour de la démocratie en Tunisie, appeler à un dialogue national et dénoncer des décisions qu'il juge inconstitutionnelles. Le leader est actuellement sous pression. Membre de toutes les coalitions gouvernementales depuis 10 ans, son parti cristallise le mécontentement d'une large partie des Tunisiens qui le tiennent comme le principal responsable des promesses non tenues de la révolution de 2011. Samedi, le quotidien tunisien La Presse dépeignait Ennahda comme un parti lâché par tous, ou presque, qui cherche à tout prix une solution pour sortir de son état d'isolement. Le roi du Maroc, lui, a déploré ce week-end les tensions entre son pays et l'Algérie, réitérant son appel à rouvrir les frontières terrestres avec son voisin. C'était dans un discours prononcé à l'occasion de la fête du trône. Vous n'aurez jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc. La sécurité et la stabilité de l'Algérie et la quiétude de son peuple sont organiquement liées à la sécurité et à la stabilité du Maroc, a assuré Mohamed VI en s'adressant aux Algériens. Le roi du Maroc a invité Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, à faire prévaloir la sagesse et à œuvrer à l'unisson au développement des rapports entre les deux pays voisins. Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont plombées depuis plusieurs décennies par la question du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole contrôlée en grande partie par le Maroc, qui la considère comme une partie de son territoire, alors que le Polisario réclame son indépendance soutenue par l'Algérie. Ces rapports ont été marqués par un nouvel accès de tension il y a 2 semaines. L'ambassadeur marocain à l'ONU a en effet annoncé durant une réunion du mouvement des non-alignés soutenir l'autodétermination du peuple kabyle en Algérie en réaction au soutien de l'Algérie aux indépendantistes sahraouis. Alger a riposté en rappelant son ambassadeur à Rabat pour consultation. Mohamed VI a également réitéré son appel à rouvrir les frontières fermées depuis l'été 1994 à l'initiative de l'Algérie. Alger avait ainsi riposté à la décision de Rabat d'imposer un visa d'entrée à son territoire aux Algériens. Depuis 2004, le visa a été supprimé et les lignes aériennes entre les deux pays rétablies, mais l'Algérie refuse de rouvrir ses frontières terrestres. Au moins 6 civils ont été tués ce week-end en Centrafrique après une attaque par des rebelles d'un village situé dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec le Tchad et le Cameroun. C'est ce qu'a annoncé la mission des Nations Unies en Centrafrique. Ce matin à l'aube, des éléments du groupe 3R, Retour, Réclamation, Réhabilitation, ont lancé une attaque d'ampleur contre les positions des forces armées centrafricaines au village de Man, à plus de 550 km de Bangui, et en ont temporairement pris le contrôle, a affirmé à l'AFP le lieutenant-colonel Abdulaziz Fall, porte-parole de la MINUSCA. 6 civils ont été tués et il y a plusieurs blessés, a-t-il ajouté. La situation est sous contrôle et des patrouilles de contrôle ont été conduites dans le village et ses alentours par les casques bleus, a-t-il précisé. L'information a été confirmée à l'AFP par Bernard Dilla, député de cette région. Le député Martin Ziguélé, opposant au régime du président Faustin Archange Touadéra, a pour sa part réagi dans un communiqué exprimant sa tristesse après l'attaque par le groupe armé 3R
qui s'est soldée par 7 victimes civiles et militaires et une personne kidnappée par les assaillants. Lundi, une attaque lancée par des rebelles avait blessé un casque bleu et tué un soldat centrafricain Obo, à 900 km à l'est de Bangui. Les 3 aires, majoritairement composées de Peuls, sont l'un des plus puissants groupes armés de Centrafrique. Fin décembre, ils ont participé à la coalition rebelle qui a cherché à renverser le président Touadéra et faire échec à sa réélection. Les forces gouvernementales ont réussi depuis à prendre aux rebelles les agglomérations et une bonne partie des 2 tiers du pays qu'ils contrôlaient depuis plusieurs années, essentiellement grâce au renfort de soldats rwandais et à la présence de centaines de paramilitaires russes combattant à leur côté. À la demande de Bangui, la Russie a commencé en 2018 à déployer ses paramilitaires, notamment pour former l'armée centrafricaine et assurer la sécurité rapprochée du président Touadéra. Leurs effectifs ont été renforcés fin 2020 pour venir à la rescousse d'une armée très démunie face à l'offensive lancée par les rebelles. Et ces inondations qui frappent le Niger, les fortes pluies qui s'abattent depuis le mois de juin sur le pays, ont fait au moins 35 morts et plus de 26 500 sinistrés. C'est ce qu'ont indiqué ce samedi les autorités de ce pays sahélien au climat habituellement très sec. Selon le bilan de la protection civile au Niger, transmis samedi à l'agence France-Presse, 20 personnes sont mortes dans l'effondrement de leur maison, 15 par noyade et 24 ont été blessées. Et ce sont quelques 26 532 personnes sinistrées qui ont été par ailleurs recensées. Les régions les plus touchées sont celles de Maradi dans le sud-est avec 10 morts, Agadez dans le nord désertique avec 10 décès et la capitale Niamey, 8 morts selon ces données officielles. Les dégâts matériels sont également importants avec plus de 2500 maisons et cases détruites, une 50aine de classes d'école, de mosquées, de boutiques et de greniers à céréales endommagés. 708 têtes de bétail ont aussi péri. En dépit de sa courte durée, de 3 mois maximum, et de la faiblesse des précipitations, la saison des pluies est régulièrement meurtrière depuis plusieurs années, y compris dans les zones désertiques du Nord. Un paradoxe dans ce pays où les mauvaises récoltes sont habituellement dues à la sécheresse. En 2020, les inondations avaient fait 73 morts et créé une crise humanitaire avec 2,2 millions de personnes nécessitant une assistance, selon l'Organisation des Nations Unies. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.